Chers collègues, chers amis, messieurs, nous allons démarrer cette séance du conseil municipal. Mais avant d'ouvrir la séance, juste un petit message. Il est personnel, puisque je n'engagerai pas par ma prise de parole ni ma majorité, ni le conseil municipal, mais il fallait quand même que je mette un peu les points sur les i. Depuis dimanche, je suis resté silencieux. Je n'ai pas souhaité m'engager dans cette deuxième partie de campagne. Le candidat que je soutenais, les appartenances politiques, s'est retiré de la course, mais ce silence, finalement, il a été interprété par certains comme un soutien. Donc, vous doutez bien que j'ai été quand même très contrarié, et que ce que je voulais vous dire aujourd'hui, devant ma appartenance politique, qui regarde que moi, je le précise aujourd'hui, fait partie d'un mouvement qui s'appelle le mouvement démocrate, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc il est important aujourd'hui de préciser que j'ai toujours combattu les extrêmes. Je ne les considère pas comme des ennemis, mais des adversaires politiques. C'est important de le préciser. Parce qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main des dizaines de millions de personnes qui ont voté dimanche pour les extrêmes. Peut-être bien de les écouter au lieu de faire quelques tambouilles politiques qui me déplaisent fortement. Donc aujourd'hui, le message que je souhaitais faire passer, c'était de clarifier la situation. Ce qui se passe depuis 2 ans me contrarie fortement, ce qui se passe à ce début de semaine me contrarie fortement, la décision du président m'a aussi contrarie fortement. Mais pour pas que mon silence soit interprété comme un soutien pour quelconque candidat, je souhaitais dire que je n'apporte mon soutien à personne et que je resterai neutre au deuxième tour. Ça n'engage que moi, je le répète une fois de plus autour de cette table. Nous sommes libres de nos idées, de nos expressions, c'est peut-être ça aussi qui fait la force de cette équipe. Merci à tous. Je souhaitais aujourd'hui, en ouvrant cette salle de cette séance du conseil municipal, revenir sur le programme de l'été et puis ce qui s'est passé au mois de juin. Donc on va désigner avant tout un secrétaire ou une secrétaire de séance. Ah, M. Morisset, qui a la volonté. Donc vous avez sur la table une petite planche de tatouage. Vous ne gênez pas pour amuser, mais pour la distribuer aussi autour de vous dans vos familles. C'est un peu plus compliqué pour ceux qui ont des poils. C'est moins bien, donc vous pouvez la mettre, vous n'avez pas l'espoir, Hervé. On est compliqué pour nous, pour les tatouages, mais peut-être la mettre dans le dos. Bon, là aussi, c'est compliqué, mais c'est assez original, c'est assez sympa. Donc bravo aux équipes pour ce boulot-là. On va démarrer l'été. Pour la majorité d'entre nous, on ne s'est pas aperçu du début de l'été, ça continue encore aujourd'hui. Et on s'inquiète tout bien sûr pour samedi, puisqu'on va fêter l'été en lançant notre première manifestation, et que la météo de samedi, on va se rendre les 6 heures après, on va regarder ça précieusement. Donc les tatouages, vous pouvez amuser et en faire profiter votre entourage. Petit retour sur l'actualité depuis le dernier conseil, avec la graphiteria Val Populaire le samedi 1er juin en kiosque, qui a fait un succès phénoménal, vu le nombre d'objets, de vêtements, tout ce qu'il y a pu avoir, et ce qui est resté le soir, c'était tout à fait incroyable. Donc c'est un vrai succès. Je souhaitais féliciter tous ces bénévoles qui s'activent, autour de la graphiteria, mais aussi la Sorga et tous les organismes qui seront plus près des canoës. Je pense que le projet social que nous sommes en train de mettre en place depuis déjà 10 ans, il fonctionne, et les gens à la canoë arrivent à bien vivre ensemble, quelle que soit la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent. Donc c'est plutôt un grand succès. Merci à tous ces bénévoles de maintenir la dynamique. Pour le littoral, le spectacle et la Mermont, c'était aussi un très beau succès. J'espère que certains n'ont pas fait des cauchemars pendant la nuit. Mais bon. Le Lacano Beach Experience, alors c'était plus qu'une semaine, parce que cette année, ça a duré, Madame la ministre des Sports, pendant 2 semaines. Donc c'était un succès incroyable, avec des tribunes bien pleines et des sportifs tout aussi incroyables. On a vu des matchs et des compétiteurs à la fois très performants, mais aussi avec un état d'esprit plus remarquable. Donc le hand, ça ressemble un peu au rugby. C'est vraiment un état d'esprit très très fort. L'Open Swiss Star aussi, la première traversée du lac en eau libre. Donc c'était très sympa. Il va falloir peut-être regarder un peu plus la sécurité. Traverser le lac, c'est pas neutre. On connaît tous le piano au milieu qui est un peu d'abord. Comment tout s'est bien passé, oui, mais c'est pour ça. C'est un premier constat. Donc on aura à regarder très près la prochaine organisation.
Parce que quand il y a un succès sur une manifestation, c'est bien que l'année d'après, le nombre de participants augmente, nous avons à sécuriser ce type d'événement, que ça mobilise nos services et que ça devient aussi assez compliqué. Donc on a eu aussi du golf, on a eu du surf, on a eu la fête de la musique, un bel événement sur la place de la Gaîté. Merci pour les choix, hein. On a eu des DJ vachement sympas, on a découvert, les gens ont dansé, les gens ont fêté, donc c'était plutôt très sympa. Le lac Halloween Trophy au Moutchik sur l'hôtel de Westia, encore un grand succès, on est passé entre les gouttes et c'est plutôt sympa de se retrouver tous les ans sur la plage du Moutchik. Donc bravo à tous. Kermesse des écoles aussi, on a chanté la Marseillaise à l'école de la ville, donc c'est plutôt sympa. Les apéros canolés, on remercie aussi les commerçants. On a une petite réunion prévue en septembre avec eux pour relancer l'activité de l'association et c'est important. Nous les avions accompagnés sur ces apéros canolés, en particulier en cadre de communication. On a eu des remerciements de ces gens-là et j'espère que après l'été, on pourra repartir de plus belle avec l'ADEC et bâtir des beaux projets sur l'activité socio-professionnelle. Un petit peu de travaux avec les travaux de la maison douce. On fait des travaux, inauguration le 14 septembre pour que la date, même 13 et 14, puisque c'est les rencontres du lac, n'est-ce pas Alain? Donc on va avoir un jour de travail et un jour de festivité. On est encore en train d'améliorer le programme de ces 2 journées sur les rencontres du lac. Le réseau potable aussi au nom de Moutchik à l'océan, je peux le travailler ici bien sûr, sécurisation des cheminements d'eau dans le secteur océan sud. La projet de la gaz, on a commencé la première partie, aujourd'hui les travaux s'arrêtent avec une première partie qui est prête à recevoir toute la renaturation et la végétalisation. Il faut savoir que c'est 3 hectares quand même de désimperméabilisation des sols. Et si vous regardez bien le panneau qui est devant l'ancien hôtel Lauria, vous apercevrez que la confiance des partenaires se vérifie puisque sur ces travaux-là, c'est 80% de subvention de l'État, de l'agence de l'eau, de la région, du département. Donc c'est plutôt une belle chose, ça fait partie du plan partenarial d'aménagement de la station. Les travaux aussi dans les écoles cet été vont démarrer, la mise en place des points d'apport volontaires ne sont que satisfaction, avec tout ça au départ, mais ça a duré 2 jours, et aujourd'hui on reçoit des petits mots pour nous remercier, à la fois pour les gens qui n'utilisent plus leur bac, qui vont directement dans les points d'apport volontaires, mais tous les serviers qui aujourd'hui meurent de faim dans l'enrichissement parce qu'ils ne peuvent plus accéder aux poubelles. Donc ça c'est plutôt bien, ils retournent en forêt, ils perdent l'habitude de venir en ville chavirer les poubelles, mais ça c'est vraiment, en plus je pense que même si elles se voient, puisque les couleurs déterminent le prix, je pense aussi qu'on peut se satisfaire du côté esthétique aussi et de la propreté. On s'est engagé bien sûr auprès des habitants à régulièrement, c'est-à-dire quotidiennement, de venir autour, parce qu'il y a encore des incivilités, même si elles sont peu nombreuses pour le moment. On sait très bien que des gens posent à côté. Donc aujourd'hui, ces points d'apport volontaire qu'on a mis un petit moment à déployer, merci aussi Philippe pour ton engagement et aux équipes. Mais enfin, ils sont là et on réfléchit à le futur peut-être endroit pour aussi améliorer la collecte. Dans cette saison, j'en parlais tout à l'heure, le samedi 6 juillet, on prend à partir de 17h30. Alors, tout ce programme qui est copieux, on va regarder attentivement la météo. J'espère qu'on passera dans un petit trou météorologique pour pouvoir profiter de cette belle journée. Et on tarde tous bien sûr que la température se réchauffe et qu'on puisse enfin profiter de l'été, pas uniquement pour les bronzés, mais aussi pour l'esprit. Je pense que le soleil nous manque et à cette période qui est compliquée, je pense que c'est important aussi de profiter de l'été. Le prochain conseil municipal, mercredi 18 septembre 2024. Je ne sais pas si je suis avec là, 18 septembre. Vous avez, je vais vous donner la procuration de M. Godevert à M. Cazenave, de Mme Fuster à Mme Marza, de Mme Diderot à Mme Hoffman, de Mme Pignot à M. Perrier. Nous attendons, alors Jérémy est arrivé, nous attendons l'IPESCOM qui aura un petit peu de retard et qui, je pense, a entre les mains la procuration de M. Mass. Comment dit mon épouse, rajouter droit de mesure. Les décisions du maire que vous avez entre les mains, y a-t-il des commentaires à faire sur les décisions du maire ou des questions à poser? Je vous remercie. Nous allons aussi devoir délibérer sur le procès verbal du 29 mai 2024, notre dernière séance du conseil municipal.
À ce jour, je n'ai pas reçu de remarques ou de demande de reprise. Je peux considérer que ce procès-verbal est adopté. Je vous remercie. Nous allons attaquer avec la délibération numéro 1, qui ressemblera aux 7 suivantes. Donc je passerai, je vais m'épancher sur la première et ensuite je citerai juste les noms, les prix et les surfaces, si vous me permettez. Et on comptera bien sûr à chaque délibération sur la cession du logis détaché de la parcelle CA 658 qui est située au Liga à M. et Mme Blossier. Donc vous connaissez le dossier, on avait déjà commencé lors du précédent conseil à m'autoriser justement à signer ces actes. C'est des parcelles de temps de terrain, les plans vous les connaissez, ils sont joués à la délibération, ce qui nous permettra aussi à la fois aux personnes qui sont concernées de pouvoir profiter de ce fonds de jardin et à nous aussi de ne pas avoir à aller entretenir ces milliers de mètres carrés qui sont toujours entre différentes opérations et qui nous ont toujours un peu embêtés. Et puis nous sommes là aussi, je le répète, pour pouvoir faire bénéficier à nos administrés de quelques facilités, à des prix bien sûr qui sont hors concurrence. Vous savez que ces parcelles-là ne sont pas constructibles, donc il y a un prix qui avait été fixé par les domaines. Donc aujourd'hui, la première délibération, c'est une cession au lieu de la parcelle CA 658, avec une surface de 140 mètres carrés au prix de 2 736 €. Donc on était sur un prix à 19 € le mètre carré. Il y a des commentaires sur cette délibération. Des votes contre. Je vous remercie. L'abstention, pardon. La session numéro 2, c'est la même délibération, mais avec une division Trias. Donc là, nous sommes sur un lot de 178 mètres carrés au prix de 3 382 €. Des abstentions, des votes contre. Je vous remercie. Pour la délibération numéro 3, même type de délibération, là, nous sommes sur un lot de 139 mètres carrés au prix de 2 641 €, toujours au égard, et c'est la division Noël. Des abstentions, des votes contre. Je vous remercie. La cession du lot à M. et Mme De Cléty, là nous sommes sur une surface de 321 mètres carrés au prix de 6 099 €. Des abstentions, des votes contre. Je vous remercie. La délibération numéro 5, nous sommes toujours au égard de la CASCI BELAC pour une superficie de 553 mètres carrés au prix de 10 507 €. Des abstentions, des votes contre. Je vous remercie. La numéro 6, toujours au égard M. et Mme Mathéosian sur une superficie de 516 mètres carrés au prix de 9 804 €. Des abstentions, des votes contre. Je vous remercie. La cession du loté détaché de la parcelle PI 826 à monsieur Thomas Guillaro. Là, on est sur une superficie de 254 mètres carrés au prix de 4 826 €. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Et la délibération numéro 8, c'est la cession à monsieur Plagnol pour une superficie de 43 mètres carrés au prix de 817 €. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. On a terminé avec ces délibérations en UGA pour ces sessions de parcelles. Passons à la délibération numéro 9 avec une désaffection et déclassement d'une partie de la parcelle BL 518 située à Passe Marie Curie. Vous savez qu'on a repris cette voie avec une petite bande qui concernait un voisin qui était sur l'avenue Marie Curie. Cette demande aussi datée d'un long moment. Donc après visite sur site avec les équipes, discussion avec le riverain, nous avons accepté de céder cette petite parcelle de 31 mètres carrés qui va lui permettre d'aménager et de rendre un peu plus propre cette parcelle. Alors, nous sommes là aujourd'hui pas pour vendre, mais pour déclasser, constater justement la désaffection de 31 mètres carrés de la parcelle BL 518 qui est située impasse Marie Curie et déclasser cette partie de 31 mètres carrés située impasse Marie Curie. Donc on est là aussi pour m'autoriser à signer tous les documents. Vous avez le plan joint, vous voyez la petite parcelle. Je ne sais pas si vous l'avez en clair, mais c'est foncé sur votre plan. C'est une voirie que nous avions repris au dernier conseil municipal. Y a-t-il des questions sur cette petite parcelle de 31 mètres carrés? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Acquisition de la parcelle cadastrale CY numéro 4 appartenant à Madame Fournier. Une parcelle importante puisqu'elle est située
entre le cimetière, la route de Bordeaux, et toute la parcelle de la zone d'activité, la future zone d'activité de Garriga. Donc cette parcelle appartenait à Mme Fournier, nous permettrait de faire la jonction, de pouvoir un futur accès sur la zone de Garriga, au fond et au sud des parcelles qui seront futurement urbanisées. Donc le prix proposé sur cette parcelle, qui je le rappelle est quand même en parcelle constructive, est de 30 000 € pour 1047 mètres carrés. Donc aujourd'hui, je pense que le plan est affiché, voilà, tout le monde a bien compris où c'était, nous l'avons déjà vu en groupe Majot, vous l'avez déjà vu en commission urbanisme. Donc je vous amène à délibérer, vous demandez s'il y a des votes contre ou des abstentions sur cette délibération. Je vous remercie. Échange de parcelles avec la résidence des Océanides, je ne vais pas faire l'histoire de ce site, mais le notaire avait oublié une petite parcelle de ces échanges que nous avions réalisés. Nous avions récupéré, nous les parties sur le long de l'avenue Pasteur pour envisager derrière la piste cyclable depuis les Aléortales jusqu'à son embranchement à la route de Lyon. Nous avons déjà réalisé la piste cyclable, donc ces échanges ont été réalisés, mais le notaire avait oublié une petite parcelle. Donc c'est un échange sans soute de la copropriété pour une superficie totale de 1653 m², des parties de parcelles cadastre section BI 306, 466, 468 appartenant à la commune de Lacanau pour une surface totale de 980, tel que vous le voyez figuré sur le plan et sur la délibération. Donc c'est motorisé aussi à signer le compromis. Et la promesse de vente, vous avez bien compris, les Océanides bénéficient en 980, la commune de Lacanau bénéficie en 1653 mètres carrés. Des questions sur cet échange qui clôturera enfin, Philippe. Heureusement que tu étais là aussi pour rappeler l'historique du syndic et de tout ce qui s'est passé dans le temps, parce qu'on s'est encore en train de se gratter la tête. Voilà, donc ça c'est réglé, c'est plutôt bien parce que c'est tout un autre avantage. Au leur aussi, ils ont des beaux travaux devant la porte, ils sont très contents que le site renaturé, et je pense que la promenade de la case et le front de mer donnera aux riverains une très belle visibilité de cet espace renaturé. Y a-t-il des commentaires sur cet échange de parcelles avec la résidence des Océanides? Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Je poursuis avec une nouvelle convention de veille stratégique entre la ville de Lacanau et l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine. Le PFNA, vous connaissez tous, on travaille depuis de nombreuses années avec vous. Il fallait re-signer une veille stratégique entre la ville de Lacanau et l'établissement public foncier. Depuis, compliqué aussi parfois de travailler avec le PFNA qui est en effectif un peu réduit à ce moment, donc on aurait souhaité élargir encore un peu plus cette convention, mais les conventions, elles sont vivantes, et je pense qu'après l'été, on aura l'occasion en conseil municipal de faire un petit avenant à cette convention pour élargir le périmètre. Nous, ça nous permet justement de veiller avec le PF, puisqu'on a transmis notre droit de préemption, et on peut acquérir dans l'année sans avoir budgété justement ces achats. Le PF aujourd'hui, on nous a quand même fait bénéficier de son expertise pour aller négocier, pour dans le temps, dans l'histoire de ces 10 dernières années, aller chercher des propriétés qui bénéficient au public et à nos administrés. Donc là, on est en veille sur les projets de logement, de développement économique bien sûr, de revitalisation urbaine, de lutte contre les risques de protection de l'environnement, mais aussi dans le cadre de futures recompositions spatiales ou dans les problèmes d'érosion. On est aussi en veille sur ces périmètres qui sont collés. Vous voyez le plan, je pense, derrière vous, voilà, ils sont collés à l'ouvrage. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est élargir un peu ce périmètre jusqu'au sud, parce qu'il y a des opérations qui sont envisagées par des propriétaires fonciers, donc d'avoir la main sur ce périmètre-là, important. Donc on a une somme, je pense que c'était 2 millions dans la convention, Dominique, 2,5 millions, c'est bien ça, 2,5 millions d'euros. Nous aurons peut-être besoin d'augmenter à la fois le périmètre, à la fois le montant engagé par le PFNA, pour nous accompagner sur les opérations, pour définir justement ces objectifs qui sont partagés par la commune et de par la convention avec l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, et aussi définir les conditions dans lesquelles les biens acquis par le PF seront revendus à un opérateur désigné par la commune. Ça aussi c'est possible. Et aujourd'hui, ils ont encore assoupli la réglementation, donc c'est plutôt une bonne chose de m'autoriser à signer dans les termes qui sont évoqués la convention de veille stratégique entre la ville de Lacanau et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Y a-t-il des commentaires à faire sur cette convention de veille stratégique qui, je le pense, sera reprise à la rentrée pour élargir un peu le périmètre et les montants?
des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Nous arrivons à la délibération numéro 13, dénomination de voix, avec une voix qui est proposée par la propriétaire, parce que c'est une voie privée. C'est une voie qui est presque au bout de l'avenue du Lac. Donc il y a une proposition qu'on n'avait pas compris d'abord en commission. Donc je vais la raconter parce que c'est quand même une petite anecdote et on a le droit d'avoir le sourire. Puisque nous avions décidé collectivement de donner que des noms féminins à tous les noms des rues qui sont à dénommer dans les prochains mois et les prochaines années. Donc on m'a proposé, allez les gars, moi j'ai dit plutôt, ben non, allez les filles. Sauf que je n'avais pas percuté que la dame avait fait un petit lotissement avec 3 terrains, qu'elle avait 3 garçons. Donc ils l'ont très mal pris, et je les comprends. Donc je les ai reçus en permanence, et quand j'ai percuté, avant qu'ils me parlent, je me suis dit, j'ai compris pourquoi allez les gars, puisqu'elle a 3 garçons, que sa voie est privée, donc on a bien sûr été dans son sens, et on a rétabli le souhait de la propriétaire des lieux qui attribue 3 terrains à ses fils. Donc j'étais un peu taquin de notre part de dire allez les filles, allez les gars. Bon, je ne sais pas si c'est pour du bébé, mais pas pour cette année. Mais allez les gars, c'est assez sympa et ça fera plaisir à la propriétaire de la voie, puisque je le rappelle, c'est une voie privée. Y a-t-il des commentaires, des voix contre, des abstentions? Je vous remercie. Nous passions, voilà, on reprend le cheminement normal de notre position aujourd'hui, dénomination de voie allée Camille Claudel, c'est dénommé la voie interne, mais toujours au du lac du lotissement Village Acquis. Donc l'allée s'appellerait l'allée Camille Claudel. Des abstentions, des commentaires, des votes contre, je vous remercie. Délibération numéro 15, elle est au Panthéon, donc on ne va pas se faire fâcher, on va se faire fâcher là-dessus. Dénomination de voie, impasse Joséphine Baquer. Donc là, la voie constituée de la parcelle cadastrale 760, impasse Joséphine Baquer. On est. C'est toi, Cyril, hein? On n'est pas loin de chez toi. Pas loin. Oui, oui. On n'est pas loin de chez toi. Donc, impasse Joséphine Baquer, ce qui permet de numéroter les lots, puisqu'apparemment, les habitants. Alors, c'est une obligation aujourd'hui, on y va petit à petit, mais les habitants de ce lotissement avaient du mal. Tout ce qui aujourd'hui est livraison à domicile. Donc, non seulement on fait une délibération pour nommer l'impasse Joséphine Baquer, mais vous voyez qu'il y a aussi une numérotation qui sera faite par un arrêté du maire. Donc, on est parti pour Joséphine. Y a-t-il des commentaires? Des abstentions? Merci. Communication du rapport de synthèse, la gestion du trait de côte en Nouvelle-Aquitaine de la Chambre régionale des comptes. Alors, je ne vais pas vous faire 3 quarts d'heure sur le rapport. C'est quand même important. Il y a 3 points de comptable de synthèse et d'observation qui ont été définis. Je vais d'abord reprendre rapidement les étapes de cette procédure, puisque vous savez que la problématique de l'érosion et de la forêt a été 2 points forts du rapport de la commission de la Cour des comptes en 2022, en 2023 et en 2024. Donc nous, on a eu l'engagement du contrôle interrégion en mai 2022. On a eu une communication du rapport d'observation provisoire arrêté par la CRC le 4 janvier 2023, après des échanges, moultes échanges avec l'auditeur régional. Nous avons bien sûr formulé par écrit les observations dans le délai imparti de mois. La grande majorité de nos observations ont été prises en compte par la CRC et modifiées. Je reviendrai sur ce qui n'a pas été modifié, mais je reviendrai tout à l'heure. Le 12 et 13 juin aussi, le 1er août, communication du rapport d'observation définitive délibéré par la Chambre régionale. D'abord pour observation, version finale. Le 31 juillet, extrait du rapport d'observation établi par la formation commune à la Cour des comptes et aux Chambres régionales des comptes. Audition ensuite, le 25 septembre 2023, devant la formation commune Chambre et Cour des comptes. Et en mars 2024, le rapport annuel de la Cour des comptes 2024. Donc les 2 premiers chapitres, je vous en parle en introduction, portent sur la forêt puis le littoral. Donc sur la forêt, les recommandations, je ne savais pas que quelques communes n'avaient pas de budget annexe pour la forêt, mais étaient tout au budget général, mais nous avons 2 comptes à gérer, on y voit moins clair. Donc c'est inciter les communes forestières qui disposent de produits forestiers réguliers à mieux piloter financièrement leur activité et leurs investissements sylvicoles en favorisant la mise en place des budgets annexes. Bon, chez nous, chez les ALCA, donc c'est une recommandation. Mais nous, depuis de nombreuses années, on a un budget annexe de forêt. Faciliter le regroupement des forêts communales en accompagnant la création de structures intercommunales de gestion forestière et en utilisant les chartes forestières
pourrait associer la forêt privée. Bon, vous connaissez nos problématiques sur la forêt, Madame Baquet est encore mieux que moi. Aujourd'hui, nous n'avons plus de certification, nous ne pouvons pas vendre notre bois. Je n'ai toujours pas de réponse du directeur que j'ai sollicité. Mais je pense que quand on regarde cette certification qui ne nous est pas délivrée, et qu'on regarde le conseil d'administration du PEFC, où apparaît l'Office national des forêts, qui est celui qui veut gérer nos forêts, qui nous prend de 12% de nos recettes. C'est un vieux débat de 4 ou 5 ans, on y est toujours. Hein. Donc on attend des jugements, je ne sais pas si un jour on les verra. Pour l'instant, on est bloqué, on n'a pas pu vendre de bois cette année, on va voir comment ça se passe. Mais je prévois peut-être, après une discussion en groupe major ou en conseil, de pouvoir attaquer PEFC, puisque quand même, il y a quand même des prises illégales d'intérêt et qu'on ne peut pas être jugé parti dans ces dossiers-là. Ils veulent nous soumettre à la gestion de l'ONF et l'ONF décide de ne pas nous accorder la certification PEFC. Donc bon. Après, c'est intégrer l'enjeu d'adaptation dans les documents de gestion forestière à partir d'un suivi régulier de l'état des peuplements, voilà, et affecter les moyens humains des opérateurs pour accompagner ce processus sur le terrain. On est bien là-dedans. Confier aux établissements publics nationaux la direction et l'organisation de la régulation des populations de cervidés. Et dans les départements nouvellement à risque, combler le retard du déploiement. Bon, on sait bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que même dans le rapport, on nous ramène à la loi vigiste, parce que c'est une loi vigiste qui demande aux communes de faire gérer la forêt par un opérateur d'État. Donc là, c'est particulièrement scandaleux. On ne peut pas dire que l'ONF, quand on regarde le trou dans le budget, et gérer correctement la sienne, la forêt domaniale. Nous avons des budgets qui sont votés à l'équilibre. On a toujours géré nos forêts suivant un schéma bien précis. Nous avons un plan de gestion, donc on ne fait pas n'importe quoi. Nous avons des ouvriers aussi et des agents qui font bien le boulot. Donc on compte bien garder la gestion. Parce que l'ONF va non seulement nous dire ce qu'il faut faire, mais nous on va quand même payer les travaux et puis on leur donnera 12% de la recette. Donc vous savez bien que sur ce dossier-là, on n'est pas d'accord, mais on se battra jusqu'au bout. Sur le littoral, bien sûr, et on était arrivé presque au bout, avant la décision du président de la République, puisque le comité national du trait de côte devait se réunir le 22 juin. Après moult réunions à Paris, nous avions enfin la proposition des modes de financement de nos futures stratégies locales, à la CANOCERN et dans la France entière, puisque la CANO était la commune pilote pour justement bâtir ces dispositifs de financement. Quelques dispositifs que nous avions proposés avaient été pris en compte. Ils devaient être intégrés à la loi des finances 2025 pour nous permettre derrière de lancer à la fois le deuxième PPA, mais aussi le futur ouvrage à l'horizon de siècle, je l'espère. Mais bon. Mais dans ce rapport, est-ce qu'on attendra, moi c'est ce que j'ai lu en premier sur le paragraphe numéro 5, c'est mettre en place un dispositif de financement de la gestion publique du trait de côte, instituant une solidarité financière entre territoires littoraux et comprenant un reste à charge pour chaque collectivité ou groupement littoral financé sur ses ressources. C'est ce que l'on demande depuis le début. Nous, région Nouvelle-Aquitaine avec le GIP littoral, mais aussi l'Association nationale des élus du littoral, la phrase importante, une solidarité financière entre territoires littoraux, mais on a demandé aussi qu'elle soit étendue à la France entière sur cette solidarité, puisque nous ne sommes pas les seuls à profiter du littoral. Donc on se bat pour ça. Je ne sais pas comment vont redémarrer ces travaux derrière de la commission. Je ne sais pas plus que vous ce qui va se passer dimanche et les mois qui viennent, mais c'est un long travail de 10 ans qui avait été enfin finalisé et qui du jour au lendemain s'arrête. Et je propose d'en dire plus aujourd'hui. Mais ce que je remarque, c'est que la Cour de compte a quand même préconisé de mettre en place ces dispositifs de financement, donc c'est important. Alors, je vous passe les 4 chapitres précédents, puisque vous les connaissez tous. Je prends un exemple sur les stratégies différentes de la commune de la Canon avec les suivis, le bloc communal, intercommunal, GEMAPI qui aujourd'hui suffit à peine à couvrir nos charges de fonctionnement, puisque nous sommes une commune de 26 000 habitants. Quand on lève GEMAPI sur Aix-Marseille, qui sont 2 millions, comprenez bien que ça vaut beaucoup plus d'argent que chez nous. Donc c'est une task qui nous rend quand même service, mais qui n'est pas juste et équitable. Donc la solidarité doit s'exercer entre territoires littoraux. Voilà. Donc le 8 mars 2024, on a bien sûr reçu ce rapport de synthèse régionale portant sur la gestion du trait de côte en Nouvelle-Aquitaine cette fois-ci, qui a été établi par la Chambre régionale des comptes. Le 8 avril 2024, on a eu la contribution de la Canon à cette synthèse qui n'a pas été prise en compte totalement. Je voulais revenir sur les points quand même, ils sont importants parce que la Cour des comptes ne peut pas dire que
On n'a pas passé beaucoup de temps avec eux. Donc, moi, une petite phrase, le diagnostic qu'a donné hier précurseur, aujourd'hui daté, et on nous dit qu'on ne prend pas en compte les évolutions récentes induites par le changement climatique, notamment en termes d'élévation du niveau de la mer, évalué à seulement plus 61 cm en 100 ans. Donc je pense que l'auditeur n'a pas dû purger les volumes de documentation que nous avons produits. Mais dans notre réponse, nous avons remarqué que dans le cadre de l'étude 2018-2019 pour la politique du front de mer, les aléas hydrauliques de référence ont été actualisés en prenant en compte le changement climatique et notamment les projections du pessimiste scénario 8-7 du GIEC, c'est-à-dire le plus dramatique. Donc cela a permis de dire que le niveau d'eau en 2100 serait de 4,79, donc près d'1 mètre dû au changement climatique. C'est écrit noir sur blanc. En 2022, date de la fin de la requête, se termine la stratégie locale qui témoigne du fait de son adoption en 2016, puis de sa prolongation jusqu'en 2022, que le diagnostic est solide. Aussi, s'il date, il n'est pas daté, bien que différentes actualisations aient été décidées, par exemple, au sein du PPA, du plan partenarial d'aménagement, le scénario de relocalisation, à l'horizon 2100, il repose sur l'actualisation du diagnostic foncier et urbain notamment. Donc tout est écrit, noir sur blanc. Bon, ils n'ont peut-être pas eu le temps, dans le temps qu'il leur été imparti, d'avaler les tonnes de documents que nous leur avons fournis, mais c'est bien marqué. Donc on a dans notre réponse, qui fait 4 pages, qui est à la fin de mon document, précisé bien sûr tout ça. Le point 2 qui était remis en cause, c'est la lutte active prédominera aussi longtemps que la commune n'aura pas arbitré entre la défense du front de mer et sa relocalisation. Bah, c'est plutôt faux, au sens où la commune, vous le savez tous, elle a déjà dépassé ce clivage pour son projet 2050, avec le PPA trait de côte et sa deuxième stratégie locale. Nous avons déjà adopté une gestion hybride de notre bande côtière que nie justement la Cour régionale des côtes. Cette dernière méconnaît, et on le répète, les opérations de relocalisation d'équipements publics et celles de renaturation. Elle laisse entendre qu'elles sont insuffisantes. On parle des sites sans regret, la maison de la glisse, les parkings, le poste de secours. C'est déjà une première partie de recomposition spatiale. Donc elle laisse entendre qu'elles sont insuffisantes. La commune prend sa responsabilité en relocalisant justement ces biens. Elle agit comme pourrait le faire privé, mais l'exemplarité et le sens de l'intérêt général en plus, peut-être que la Cour des comptes ne l'a pas vu. Donc il faut reconnaître qu'en 2 ans, la position de la commune s'est bien affirmée en la matière, dont les prises de parole et les écrits, qui sont la preuve d'ailleurs qu'elle n'est pas figée dans le temps, c'est le point précédent que je viens d'évoquer. Elle est donc arbitrée par une gestion hybride qui est adaptée à son littoral, aux enjeux, aux projets politiques. Et si vous regardez dans les stratégies, on a toujours les 4 scénarios, depuis l'étude de relocalisation, il y a une protection, mais quoi qu'il arrive, on devra construire la prochaine protection à la fin de cette décennie, qui nous pourra permettre de prendre des décisions politiques. Dans la loi climat et résilience, nous avons déjà les outils techniques et juridiques. Au sein du Comité national de trait de côte et dans la loi des finances 2025, nous devions avoir des dispositions financières. Donc aujourd'hui, tout s'arrête. Bien sûr, il y aura toujours des hauts fonctionnaires, voilà, tout le monde sera toujours là. Maintenant, il y aura des arbitrages à faire et j'espère qu'on pourra se replonger dans le travail et de pouvoir arbitrer ces financements. Mais quoi qu'il arrive, on est plutôt des gens qui avons anticipé les choses et qui devront permettre à nous peut-être, le prochain mandat si on est encore là, ou les mandats d'après pour d'autres équipes, d'avoir tous les outils entre les mains pour pouvoir faire les choix politiques pour la Canon. C'est ce travail que nous avons fait déjà depuis 10 ans et qui nous permet d'avancer. La troisième remarque de la Chambre régionale des côtes, à la Canon, le PPA signé en 2021 n'est pas exclusivement voué à la proposition spatiale. Ben oui, c'est vrai, on va dire le contraire, mais je prends la remarque parce que je pense que vous avez tous vu qu'il a fallu gérer quotidiennement l'urgence et qu'on refuse de prendre en compte l'État, mais aussi la Commission régionale des comptes, de toute évidence, quand je lis les rapports. C'est vrai aussi parce que le projet de Ville Océane, qui repose justement sur cette approche hybride entre la relocalisation et la lutte active, bien que le PPA s'intéresse quasi exclusivement pour l'instant, en tout cas au volet relocalisation. Donc bon, j'ai pas de contradiction à voir, mais on l'affirme, et c'est vrai. Et le troisième point, c'est aussi parce qu'un projet de territoire, ce n'est pas que de la recomposition spatiale, c'est aussi du développement durable, le PPA qui gère tout ce qui est en lien avec le trait de côte. Donc je pourrais vous en faire 2 heures de la stratégie du PPA, mais je pense que vous êtes déjà tous très très bien informés sur ces dossiers qui nous prennent beaucoup de temps. Remercier au passage mon adjoint Hervé Cazenave qui sur le sujet est encore plus méritant que moi. Et on continue à avancer. Et puis les équipes, bien sûr, qui nous entourent. On a la chance d'être entouré de brillants techniciens.
Qui souhaite prendre la parole sur cette commission? Je me doute que vous avez tous lu, de la première à la dernière phase, le rapport de la Chambre régionale des comptes. Non, on a déjà débattu, vous le saviez, les 3 points qui nous opposaient, alors sauf le dernier, puisque c'est justement s'il nous intéressait. Mais sur les 15 points qu'on a repris, bon, il en restait 3. Comment fonctionnent les services de l'État aujourd'hui. Il ne faut jamais qu'ils perdent la face. Donc ils peuvent dire vous êtes les meilleurs élèves, il faut toujours qu'ils trouvent quelque chose à dire, pour s'apercevoir que dans le futur, il va falloir se battre pour réaliser nos projets sur justement ces sites de relocalisation en particulier. On aura du travail à faire puisqu'on a des propositions qui ont été faites. On en reparlera puisque j'ai demandé qu'on fasse une petite réunion prévue par rapport à la réunion ce matin avec le cabinet qui nous accompagne, quand on voit aussi les difficultés qu'on a sur les états de Garriga, mais aussi pour construire une gendarmerie au bout de 8 ans, puisque le crapaud calamite s'en mêle. Donc on devra trouver réglé. J'ai peur qu'une fois que le problème du crapaud soit traité, on est possible qu'on trouve encore quelque chose sur le site. Et quand on entend les services de l'Adréal, je le dis haut et fort, tant pis si c'est dans le rapport, quand on entend des gens vous dire que l'humain, c'est pas leur problème, que la priorité, c'est la biodiversité et puis les petites espèces qui se trouvent chez nous. Donc ils n'ont pas bien compris que la Canon c'était 4% d'urbanisation, que c'était surtout la prise en compte de l'environnement à travers tout ce que l'on a mis en place dans le paquet, dans notre agenda 21, les 60% de surface constructible qui ont disparu après le PLU, les 700 hectares d'espace boisé à conserver qui ont été rajoutés, de toutes ces choses que l'on a pu faire. Et aujourd'hui, l'État nous dit, si vous habitez en Pacto, ce n'est pas notre problème, surtout l'Adréal. Moi, je suis là pour défendre le Capricorne sur le bois mort que vous avez au milieu du terrain. Donc sur 24 hectares, on était à 8, et si on écoute l'État, on fait une tour de 28 étages sur 20 mètres carrés, mais le reste, il ne faut plus y toucher. Donc vous comptez sur nous pour se battre, mais je vous avoue qu'en ce moment, j'ai un peu les nerfs qui me gagnent, donc c'est compliqué. On peut clôturer ce débat sur la gestion du trait de côte en Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie. Nous passons avec M. Renelot sur le bail amphithéotique avec l'association 001 Maison du Commandant, c'est la délibération numéro 17. Ah, il y en a que il y en a pas. Il y a un orange. Ouais. Bonsoir à tous. Donc l'association 001, fondée par 2 professionnels de la culture, Thomas Blachard, danseur de swing professionnel à la renommée internationale, et Lucas Lopez, porteur de projet Bordelais Darwin et coordinateur d'événements culturels, projette d'y créer un carrefour culturel, lieu d'échange et pratiques artistiques et d'exposition d'art, de performances, de danse et de scène musicale. Il s'agit d'un projet culturel à but non lucratif dont l'objet est de permettre aux habitants du territoire et à ses visiteurs de bénéficier d'un accès privilégié à une programmation culturelle de qualité. Pensé comme un véritable lieu de vie, cosmopolite et chaleureux, la Maison du Commandant, qui sera un lieu d'accueil de projet dénommé la Java, réunira un espace de restauration, guinguette, un club type jazz à l'ambiance feutrée et insonorisée, des espaces d'exposition intérieurs et extérieurs, des lieux pour accueillir des stages de danse, des ateliers pédagogiques artistiques en journée et un espace de travail partagé. L'ensemble de ce projet d'intérêt général se fera dans le plus grand respect de l'environnement et du patrimoine historique, dans la Maison du Commandant, lieu patrimonial emblématique du Moutchik et de l'histoire canolaise. L'association 001 a imaginé un tiers-lieu dont l'objectif est de devenir un centre névralgique de la culture sur son territoire. L'association 001 s'est donc rapprochée de la commune en vue de proposer la mise en œuvre de son projet culturel et la solliciter à l'effet de lui consentir un droit d'occupation pérenne des 10 locaux dans le cadre du bail amphithéotique. Donc ce bail amphithéotique sera consenti en vertu de l'article L451 du Code rural et suivant les conditions suivantes. Donc d'une durée de 30 ans, avec une redevance de la date de la prise d'effet du bail jusqu'à la 7e année, la redevance annuelle de 1 euro symbolique, à compter de la 8e année et jusqu'à l'expiration du bail, une redevance annuelle fixe de 6 000 € par an, majorée d'une part variable calculée sur le chiffre d'affaires global réalisé par l'association 001. La base N1 sera calculée chaque année comme suit. Pour un chiffre d'affaires supérieur à 700 000 €, la part variable annuelle correspondra à 0,5% du chiffre d'affaires annuel.
Pour un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 million d'euros, la part variable annuelle correspondra à 1% du chiffre d'affaires annuel. La part variable ne s'appliquera pas en cas de résultat déficitaire. La première redevance sera acquittée à la date anniversaire de signature du bail après la période de franchise. La part fixe des redevances sera également révisée à l'expiration de chaque année dans les conditions prévues par la législation en vigueur. L'indice de révision pris pour base sera celui du dernier indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans le registre de bail. Donc, vu l'article L451 du Code rural et de la pêche maritime, vu l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, et vu le projet de bail emphytéotique objet de la présente délibération, considérant que le pôle d'évaluation domaniale de la Direction régionale des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine ne peut réglementairement être saisi que des demandes d'évaluation concernant les acquisitions d'immeubles de montant égal ou supérieur à 180 000 euros, les prises à bail de montant supérieur à 24 000 euros et les cessions quel que soit le montant, ce n'est pas le cas en l'espèce. En considérant l'avis de la Commission urbanisme, développement durable et développement économique, rendu lors de sa réunion du 26 juin 2024, donc nous sommes ce soir invités à délibérer pour approuver la conclusion du bail emphytéotique avec l'association 001, où toute personne morale ou physique qui se substituerait et dont elle garderait le contrôle, portant sur la parcelle cadastrale section AK03 située 6 avenue du Docteur Pierre Arnould Le Jacques, d'une superficie de 1703 m², pour une durée de 30 années consécutives, moyennant les conditions financières suivantes, donc de la date de prise à effet jusqu'à la 7e année redevance annuelle de 1 euro. Donc je reprends ce qu'il dit tout à l'heure. 8e année et jusqu'à l'expiration du bail, une redevance 6 000 euros est majorée sur le chiffre d'affaires, donc jusqu'à 700 000 euros 0,5% et au-delà de 1 million d'euros 1% du chiffre d'affaires annuel, et la part variable ne s'appliquera pas en cas de résultat. Voilà. La déficitaire. La première redevance sera acquittée donc à la date d'anniversaire de la signature du bail. L'indice de révision pris pour base sera celui de l'indice trimestriel. L'article 2, autoriser monsieur le maire à signer le bail emphytéotique, ses avenants éventuels et tous les documents nécessaires et afférents à cette opération, et convenir qu'à l'initiative exclusive de la commune, les parties se rencontreront tous les 5 ans afin de discuter des modalités d'application du contrat, notamment les conditions financières. Oui, si tu me permets, Cyril, je vais compléter quand même sur ce dossier-là. Nous avons quand même des gens qui ont se fédéré autour de l'association. Aujourd'hui, un nombre de membres conséquents, des animations qui sont faites, et c'est un lieu qui concentre, voilà, c'est un mini-centre culturel, que ce soit l'histoire, le social, les enfants, la musique, l'art, tout est présent sur le site. C'est une association qui est en train d'essayer d'obtenir un permis de construire. Je vais m'adresser, je vais faire un petit clin d'œil à Maxime, mais voilà, en particulier dans ce département, c'est que c'est toujours plus. Donc j'espère pouvoir signer le permis de construire, puisque l'association a tous les financements et tous les accompagnements des partenaires, tout le dossier financier est bloqué. Et voilà, pour essayer un portrait assez précis, je ne vais pas vous amener sur des éléments techniques, mais en Gironde, quand vous avez des critères pour un établissement recevant du public, c'est en phase entière, c'est critère A ou critère B. En Gironde, c'est critère A et critère B. Donc ça vous fait exploser bien sûr les coûts de construction sur ces bâtiments, en particulier sur le risque de feu. Et au lieu d'avoir une personne qui nous accompagne et qui a envie que ce projet sorte, ben on met des bâtons dans les roues à chaque étape. Donc on le vit à travers le service de l'État. Si on commence à le vivre aussi aux 10 aujourd'hui, ça devient un peu compliqué. Et quand on explique que justement ce n'est pas obligatoire, on vous dit, mais en Gironde, c'est comme ça. Donc on s'affranchit même des lois. Moi je demande à ce que c'est légal ou pas légal. C'est pas, ça me plaît, ça me plaît pas. C'est pas critère A et critère B s'il y a une possibilité. Quand on voit le bâtiment comme il est aujourd'hui, vous dites bien que c'est pas un ERP avec 4000 personnes, c'est pas une salle de spectacle. Au lieu de nous accompagner, ben, ça devient de plus en plus difficile, mais c'est tout, ça fait exploser les coûts de construction. Donc je suis en colère, encore une fois, je le dis, haut et fort, je ne suis pas en train de pleurer, on va se battre et on va sortir le projet. Mais ça nous consomme une énergie tout à fait incroyable de se battre au quotidien sur tous ces projets-là qui devraient faire fleurir dans tous les quartiers de la ville. Donc, je passe au projet d'à côté, hein. Nous n'avons toujours pas de date du tribunal. Ces projets qui sont des projets au service des cannolés.
Nous avons toujours fait très attention à faire exposer les coûts de financement, les coûts de fonctionnement derrière. Et là, c'est l'association qui gère. À côté, nous avions un porteur de projet. Je vous rappelle que c'était 3 millions d'euros quand même qui revenaient aux caisses de la ville. Un opérateur social avec le pavillon de la mutualité, ce quartier qui doit être tout à fait incroyable, où on va préserver la tranquillité des habitants. Ben, aujourd'hui, on nous empêche à chaque pas. Donc on va se battre. On va se battre parce qu'on est courageux, puis qu'autour de nous, il y a une équipe qui se serre les coudes, mais c'est tellement difficile de réaliser que parfois, on peut comprendre que nos administrés se mettent en colère. Voilà. Des commentaires sur ce bail? Des votes contre? Non, moi j'ai des commentaires. Oui, qui veut prendre la parole? Monsieur Camus. C'est tout? Pas d'autres prises de parole? Non, c'était juste pour savoir comment a été déterminée la durée des 30 ans des bails sur le bail. Et ensuite, tout à l'heure, il était question de substitution. Donc c'était pour savoir justement qu'est-ce qui se passait si jamais l'association devait disparaître à un moment donné ou si elle devait être reprise et quels étaient les critères de suivi. La durée du bail, elle émane d'une négociation. Il faut amortir des travaux. Donc c'est pour ça que ces premières années, on est sur l'euro symbolique, puisqu'ils vont supporter des 500 ou 600 000 euros de travaux. On parle sur ces sommes-là. Sur les 30 ans, ça permet justement de donner une visibilité et d'accompagnement des partenaires, parce que c'est ça qui rassurait les partenaires. Si l'association disparaît dans le bail, on récupère le bien aussitôt et on retrouvera, je pense, à cet endroit-là un opérateur. Moi, ce que je souhaite, puisque c'est des quadrats dynamiques qui se sont installés à la Cano, que ça dure le plus longtemps possible, mais le projet qu'ils portent, il est plutôt intéressant pour les cadres. Donc, le 30 ans, c'était la durée qui rassurait à la fois les partenaires, la commune, le porteur de projet, et qui permet aussi d'amortir les coûts de travaux sur ce bâtiment. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Budget principal, M. de Bever n'étant pas là aujourd'hui, on lui souhaite de revenir très vite à dos d'éléphant. Ouais. Donc c'est Madame Marsa qui va présenter cette délibération numéro 18 sur la décision modificative numéro 1. Bonsoir. Alors effectivement, là il s'agit de 6 délibérations qui se suivent pour des décisions modificatives. La première sur le budget principal, qui concerne des intégrations, ainsi que sur un bâtiment qui du coup devient productif par des loyers, et donc il faut l'émission de mandat et de titres pour les sommes de respectivement 11 860,11 € et 780 940,05 €. Alors ce qu'il est important de dire, c'est seulement des mouvements qui ne concernent que des écritures d'ordre et qui sont sans impact sur l'équilibre du budget. Donc le conseil municipal est invité à délibérer pour valider la décision modificative détaillée dans le tableau ci-dessus. Merci Madame Marsa, vous avez bien compris que c'est à la demande des services fiscaux, on impute différemment ces opérations. Opération d'ordre assez simple. Des commentaires sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Madame Marsa, vous poursuivez la délibération numéro 19 sur l'assainissement. Oui, alors sur le budget assainissement, ça concerne en fait une facture qui avait été émise pour des projets d'aménagement qui n'ont pas été réalisés. Donc il s'agit de rectifier cette facture. Et pareil pour une erreur de logiciel qui a été découverte, et donc des charges financières de 4 520 € et l'analyse des études en stock fait apparaître un besoin de 223 000 € pour l'intégration aux immobilisations de celles qui ont été suivies de travaux. Ces écritures d'ordre sont neutres et le montant est inscrit en dépenses et recettes d'investissement. L'équilibre de cette décision modificative est obtenu par l'ajustement des dotations aux amortissements et une réduction des dépenses d'équipement. Le conseil municipal de la commune est invité à délibérer pour accepter la décision modificative détaillée dans le tableau annexé que vous avez derrière. Pareil, c'est neutre. C'est bien notre notation, Madame Marsa. Oui. Donc on peut se féliciter parce qu'on a une équipe quand même qui
tient la route au niveau finances. Mais il y a quand même, dans les services de l'État aussi, à la perception, aussi le trésorier public, des gens qui bossent et qui nous permettent aussi de surveiller nos budgets. Je sais que certains élus voudraient simplifier tout ça, pas moi. Je suis très rassuré d'avoir un service finance compétent et d'avoir un trésorier public qui vérifie nos transactions et qui impute normalement nos dépenses. C'est plutôt rassurant. Certains élus rêvent d'avoir le chéquier et la carte bleue. Pas moi, je peux vous dire que je peux dormir tranquillement. Donc merci à eux aussi, il ne faut pas l'oublier. Ils ne font pas un boulot tous les jours très sympa. Donc c'est plutôt bien de pouvoir compter sur la compétence et celle de nos services. Les commentaires sur cette EDM, des votes contre, des abstentions, budget eau potable, décision modificative. Délibération numéro 20. Oui, c'est très simple, il y a une facture, un titre qui a été émis 2 fois au lieu d'une, donc il faut faire une correction pour 7 000 €. Et le conseil municipal est invité à délibérer pour accepter la décision modificative sur le budget eau potable. Oui, c'est un aperçu. Merci. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Budget forêt, décision modificative numéro 1, Madame Marza. Alors là, il s'agit d'un inventaire qui a été fait, parce que quelquefois ça a pu remonter aussi à plusieurs années. Et donc cet inventaire avait été demandé par le service de gestion de Pauillac. Et donc il y avait un montant de 8 842 € qui avait été à tort mandaté sur le budget principal. Il convient donc de faire cette décision modificative. Madame Baquet s'en était aperçue, mais elle n'a rien dit. Donc on le remet sur son budget, la dépense. Tu l'avais vu? Bravo. C'est l'achat d'un matériel qui remonte à plusieurs décennies. Plusieurs décennies. Je ne sors pas non plus, c'est Ils sont allés chercher très loin. Très loin. Ah oui, quand même. Le facteur, tu l'as toujours en travers ou quoi? Ah non, parce que celui-là, c'est... Y a-t-il des votes contre, des abstentions sur le budget forêt, la décision modificative numéro 1? On passe à la suivante, merci. Budget camping, DM numéro 1, Madame Marza. Alors pour le budget camping, les travaux n'étant pas terminés, c'est tout simplement toujours pareil, une écriture comptable. Et donc on doit le passer au chapitre 21, immobilisation, qui doivent être passés au chapitre 23, travaux en cours, puisque les travaux ne seront pas terminés avant la fin de l'année. Des observations, de vote contre, des abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 23, budget parking DM numéro 1. Alors là, il s'agit de la mise en place de la nomenclature M57 sur le calcul des amortissements, et qui est assez récente. Et donc c'est pour ça que ça a occasionné des changements. Donc, après analyse des études inscrites au bilan, il convient d'en intégrer une partie en immobilisation. Les crédits nécessaires sont inscrits en opération d'ordre dépenses et recettes, ce qui est neutre quant à l'équilibre du budget. Par ailleurs, l'application de la règle du prorata temporis pour l'amortissement des biens acquis dans l'année nécessite l'inscription de crédits supplémentaires en dotation aux amortissements, en particulier pour l'acquisition des eurodateurs, à hauteur de 20 000 €. Cette dépense d'ordre supplémentaire est compensée par une réduction des crédits au chapitre 11. Merci. Des commentaires, des questions? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 24, création de places d'hébergement pour les travailleurs saisonniers au camping municipal, demande de la subvention auprès de la région Nouvelle-Aquitaine. Monsieur Bocan. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Cette délibération concerne l'extension du camping municipal et donc la création de places d'hébergement pour nos travailleurs saisonniers et donc une demande de subvention auprès de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, comme vous le savez, le territoire de Lacano est marqué par une activité économique saisonnière qui s'étale d'avril à octobre. Les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, éprouvent aujourd'hui de grosses difficultés à recruter des saisonniers compte tenu de la problématique du manque de logements ou des logements qui sont absolument hors budget.
Donc, en réponse à cette problématique, la ville de Lacanau a décidé d'augmenter la capacité de son camping municipal en créant 126 nouveaux emplacements qui seront réservés aux travailleurs saisonniers. Donc, ce projet d'extension sera réalisé dans la continuité du camping existant, que vous connaissez, les jardins du littoral, qui est situé au UGA, à côté de la base où se trouve l'hélicoptère. Cette extension est une nécessité, bien sûr, d'intérêt général. Trois publics sont ciblés. D'une part, les saisonniers des entreprises locales, que ce soit restauration, hôtellerie, commerce et différents loisirs. Les nageurs sauveteurs recrutés par l'intercommunalité, qui étaient jusqu'à présent logés dans des conditions vraiment très précaires. Et nos gendarmes nationaux déployés en renfort estival. L'extension du camping permettra ainsi d'augmenter le nombre de places et d'améliorer les conditions d'accueil pour tous nos saisonniers. La région Nouvelle-Aquitaine soutient le développement de ce type d'hébergement et nous allons donc solliciter deux subventions à cet effet, une qui comporte la structure, avec donc un octroi de 5 000 € par place construite, et ensuite une deuxième subvention qui sera sollicitée concernant la viabilisation, bien sûr, de tout ça. Donc au total, c'est 150 000 € auxquels on peut prétendre, sachant que c'est limité en termes de budget auprès de la région. Bien sûr que le nombre d'emplacements sera supérieur aux 30 qui sont donc prévus dans cette demande de subvention, et 100 000 € pour tout ce qui est viabilisation. Vous avez joint le plan de financement à ce projet, et donc le conseil municipal de la commune de Lacanau est invité à délibérer pour autoriser monsieur le maire à déposer le dossier de demande de subvention auprès des services de la région Nouvelle-Aquitaine et signer les documents afférents. Merci M. Bocor et merci pour votre investissement sur ce dossier. Rappelez qu'après l'été, nous attaquons les travaux pour une livraison avant l'été prochain. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Là aussi, ça a été beaucoup de travail. Donc merci, je crois, M. le préfet de Nouvelle-Aquitaine d'être intervenu sur le dossier pour pouvoir le débloquer. Là, encore une fois, je veux dire qu'il a fallu se battre pour obtenir ce permis de construire et surtout se réjouir qu'il soit purgé de tout recours et qu'on puisse appliquer les travaux. Voilà. Merci beaucoup, M. Bocor. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 25, délégation de service public du code municipal de la Méjane, Monsieur Poisson. Bonsoir à tous. Désolé déjà pour mon retard en début de séance. Alors, délibérations comme tous les ans, donc là on va avoir quelques délibérations qui vont concerner tout ce qui est délégation de service public et concession. Petit rappel, le concessionnaire à chaque fois est tenu de fournir un rapport tous les ans, de manière à ce que nous ayons une vision sur les comptes qui retracent toutes les activités, mais également que l'on ait une analyse de la qualité des services ou des ouvrages qui sont réalisés par le concessionnaire. Alors, pour le début, c'est parti. On est sur le golfe de la Méjane, donc c'est le concessionnaire, c'est Blue Green. Petit rappel, la délégation court de février 2018 jusqu'à décembre 2025. Donc 7 ans avec une petite prolongation que l'on avait délibérée. Je vous fais en fait un petit résumé de tout ce que vous pouvez retrouver dans le rapport qui est fourni évidemment, qui est très détaillé, un rapport de très bonne qualité, comme ces dernières années. Le chiffre d'affaires est en augmentation de 10% à 645 000 € à peu près, contre 586 en 2022. Le résultat net est négatif, mais il s'améliore par rapport à 2022, puisqu'on est à moins 15 000 €, moins 16 000 €, et l'année dernière on était à moins 36 000 €. Donc la situation se stabilise, enfin s'améliore plutôt. Une fréquentation qui est en hausse sur toute l'année, une nouvelle enquête de satisfaction, un nouveau système d'enquête de satisfaction qui permet de sortir une note de 4,8 sur 5 par tous les clients. Une bonne dynamique, 406 abonnés, donc une barre symbolique qui a été passée des 400 abonnés. Une activité d'enseignement qui repart à la hausse en 2023 avec plus 54% pour l'enseignement individuel.
et un loyer qui est reversé à la collectivité de 62 000 euros. Considérant l'avis de la commission finance, marché public, ressources humaines qui s'est réuni le 26 juin 2024, le conseil municipal de la commune de Lacanau est invité à délibérer pour prendre acte du rapport annuel du délégataire relatif à la délégation de service public pour l'exploitation du golf municipal de la Méjane au titre de l'année 2023. Merci, M. Broston. Juste peut-être préciser que, même si le résultat net est de moins de 15 lignes, je dois préciser que le chiffre d'affaires de l'association est de 10%. Ça s'améliorera encore l'année prochaine, puisque les gros travaux d'investissement, c'était la travaux, ont été portés les 2 premières années. Donc les amortissements dans les années qui viennent, aujourd'hui, ils ont quand même un très très bon résultat. Et le golf de la Méjane, depuis 5 ans, est dans les 3 premiers golfs français de notre tour. Donc il est très apprécié. Il est sportif, hein, c'est un golf qui avait été conçu, je vous le rappelle, pour les championnats. Donc on espère que dans le futur, on pourra peut-être aussi réaliser un petit projet d'extension, puisque nous l'avons mis au Scott et notre BLU. On regardera ça de très près. Ça va être ça. Mais bon, le golf, c'est pas très à la mode en ce moment. Les petites bêtes, elles sont pas. Des commentaires sur ce rapport annuel du délégataire sur la Méjane? Des votes contre, des abstentions, merci. On passe à la version numéro 26 sur l'Ardilouse. Monsieur Poisson, délégation de service public. Alors sur l'Ardilouse, c'est YouGolf. Vous avez compris, on en a parlé déjà l'année dernière. YouGolf et Blue Green, maintenant c'est la même entité. Donc là c'est YouGolf. Du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2025 aussi. Le résultat net est négatif, moins 114 000 euros. Un chiffre d'affaires à 1,6 million d'euros, en légère progression de 2,9%. Un loyer de 380 000 euros. La qualité du rapport, vous verrez pareil, là il y a encore plus de pages, il est très fourni et c'est un très bon rapport. Je le note parce que sur les années précédentes, ce n'était pas forcément le cas et il y a eu vraiment une très très bonne progression sur ces données-là. L'effet marquant, donc en 2023, changement des ponts de la station d'arrosage, aménagement des parcours, changement d'enseignants, changement de propriétaire à l'hôtel du golf, reconnaissance de la qualité du parcours, différents labels, et notamment le label COCERT, validation de l'organisation aussi, donc on a eu la compétition cette année, l'Alps Tour en 2024, une augmentation des abonnés à 763 abonnés, donc plus 4%, un chiffre d'affaires qui est, je l'ai dit tout à l'heure, 2,9%. Une satisfaction aussi qui est relevée, alors c'est un autre système de notation, mais là on est à 9,23 sur 10, satisfaction de la clientèle. Des investissements qui s'élèvent à 113 000 euros pour l'année 2023. Donc un résultat net négatif dû à une modification aussi des règles comptables. En fait, il y a un lissage maintenant des abonnements qui fait que avant on comptait 70% de l'abonnement quand il était pris, maintenant il est divisé par le nombre de mois. Donc, par exemple, l'exemple qui est donné d'ailleurs dans le rapport, si vous prenez un abonnement à 1000 euros en juillet, et bien, il est divisé par 12, donc on va compter que 500 euros sur la première année, 500 euros sur la deuxième année. Du coup ça fait une perte importante sur le budget pour cette année, que l'on ne devrait plus voir l'année prochaine justement, puisque ce sera lissé. Voilà. Ensuite aussi, à noter une bonne offre événementielle, puisqu'il y a eu plus de 100 compétitions et des partenariats qui se développent avec des acteurs économiques aussi et du territoire. Donc, considérant l'avis de la commission finance, marché public et ressources humaines lors de la réunion du 26 juin 2024, le conseil municipal de la commune de Lacanau est invité à délibérer pour prendre acte du rapport annuel délégataire relatif à la délégation de service public pour l'exploitation du golf municipal de l'Ardilouse au titre de l'année 2023. Merci, M. Boisson. On peut se féliciter de l'état du parcours aussi, quand on regarde le nombre de millimètres d'eau qui est tombé sur notre commune et l'impact que ça a eu sur le golf, les golfs canoës, finalement on a pu jouer toute l'année. Ce qui a entraîné aussi une surfréquentation de nos golfs et on est arrivé avec les opérateurs à trouver quand même des systèmes qui permettent aux habitants du territoire, en particulier les canoës, d'avoir un petit jour d'avance pour pouvoir réserver leur parcours. Et ça n'a pas été simple cet hiver. Ça a entraîné quelques conflits, puisque vous savez que le groupe Blue Green et puis YouGolf a
Gironde et qu'une carte Gironde est vendue, on peut venir jouer à la Cano. Donc on est pas contre, bien sûr, avec ces gens-là. Il y a quand même une priorité à donner aux canolais et aux habitants du territoire et des communes racines pour qu'ils puissent accéder beaucoup plus facilement à leur parcours. Et je ne pense pas que les années qui viennent vont s'arranger au niveau de la pluviométrie, donc il faut continuer à travailler avec eux pour que tout le monde trouve sa place. On peut se féliciter encore de l'augmentation du chiffre d'affaires, de la belle tenue de la compétition Lepsto, puisque l'engagement de l'association des golf canolais, n'est-ce pas Sylvie, et puis le COPI que nous avions mis en place avec la municipalité et l'UGOL a permis d'avoir des retours tout à fait extraordinaires sur la compétition. Les compétiteurs étaient tout à fait agréablement surpris de la qualité de ce parcours-là. Donc on n'a pas eu pas mal de retombées bien sûr médiatiques, en particulier sur Golf Plus, donc bon reportage. Mais très intéressant. Et j'ai pas remarqué un peu, c'est comme au foot ou au rugby. Pour le rugby, peu moins, ça fait pas trop de bruit. Quand il tape dans la balle, ça ne fait pas la même bruit que nous. Voilà. Merci Jérémy. Des commentaires sur cette délégation? Alors c'est une part importante aussi, vous le savez, ce budget annexe, il est très important et c'est un reversement conséquent au budget général de la commune. Donc on peut se féliciter dans notre activité golfique que sur la commune, à la fois par son activité, son volet social et par rapport à l'école de golf, et bien sûr l'impact sur les finances. Les votes contre, les abstentions, je vous remercie. Nous passons à la délégation de service public du Casino de la Cano. Monsieur Boisson. Alors, le Casino de la Cano, c'est le groupe Cogit qui est concessionnaire. C'est une délégation qui court de mai 2011 jusqu'à mai 2023 avec plusieurs modifications de contrat, et dont la dernière modification en cours d'exécution numéro 5 qui prolonge la durée jusqu'au 30 avril 2025. Le résultat, 118 000 €, donc, dont 60 000 € en fait, d'aides exceptionnelles, qui sont issues des aides qui venaient suite à toutes les fermetures qu'il y a eu pendant le Covid. Le casino a été très très touché par les fermetures des établissements recevant le public. Un rapport donc, de très bonne qualité que je vous invite à parcourir. Un produit d'exploitation en légère hausse, mais des charges aussi en augmentation. Plus de 140 000 € et à peu près 100 000 € de masse salariale. Effectivement, quand il y a eu cette phase de Covid, il y a eu quelques diminutions de masse salariale et maintenant on revient à des taux qui sont similaires aux années précédentes. Un produit de jeu, des jeux qui est stable, légère hausse de 1,5% à 3,7 millions €. Il faut savoir que, alors là c'est un petit peu, on est en recul par rapport à la zone de chalandise, puisque dans la zone de chalandise la moyenne elle est à 11,1%. Voilà, les années précédentes on était toujours au-dessus, bon là il y a un petit recul. Un renouvellement de 44 machines et acquisition de 2 nouvelles cabines, donc des jeux supplémentaires, une fréquentation 52 693 joueurs en 2023, une augmentation de 3,4% par rapport à 2022, et puis le restaurant aussi qui a pu servir plus de 9 169 repas. Une dotation à la commune de 147 000 €, pas négligeable non plus pour le budget de la commune. Des partenariats, notamment, ça c'est convenu dans le contrat, il y a 5 associations qui sont subventionnées par le casino, mais aussi 5 partenariats avec des acteurs économiques locaux. Une activité culturelle aussi, puisque plus de 60 concerts ont été organisés en 2023. Et également une subvention à la vie culturelle de la ville qui se monte à 37 000 €. Donc, considérant l'avis de la Commission Finances, Marchés Publics et Ressources Humaines rendu lors de sa réunion le 26 juin 2024, le Conseil municipal de la commune de la Cano est invité à délibérer pour prendre acte du rapport annuel délégataire relatif à la délégation de services publics pour l'exploitation du casino de la Cano au titre de la saison 2022-2023. Je n'avais pas précisé, mais c'était octobre-octobre. Voilà. Merci Jérémy. Moi, je suis toujours inquiet pour le casino parce que c'est un milieu qui est tout le temps en mutation avec, ils ont subi, au-delà de la crise Covid, ils ont subi aussi le développement des jeux en ligne. La Française du jeu aussi s'est modernisée.
Donc c'est toujours un peu compliqué, on peut se féliciter que le groupe Cogite ait maintenu le chiffre d'affaires, mais voilà, on monte sur la commune de Lacanau. On monte dans les classements des casinos de France, mais sur ce strate-là, sur les groupes qui sont encore à l'échelle humaine, c'est très très difficile de se maintenir. Donc nous on avait fait le choix de ne pas les assassiner. Quand je rencontre les maires, surtout l'Association nationale des élus littorales, la première chose qu'ils me demandent, c'est comment ça va ton casino. Parce que alors moi, alors ça ferme, j'ai dit, était où un pourcentage? Il faut qu'il y ait un équilibre. Et nous, rappelez-vous la priorité, mais même avant que je sois maire, j'étais intervenu pour que justement on puisse maintenir les 40 emplois permanents sur ce site. Je dis, c'est important chez nous, une boîte qui a 40 emplois. Donc il y a un équilibre à trouver, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Donc on peut se féliciter que le nôtre il fonctionne plutôt bien. Il est toujours en progression, mais il reste quand même fragile quand on regarde le résultat, même si parfois on peut savoir que le loyer ou les charges annexes peuvent être toujours simples. Je sais faire, quand on a augmenté les charges, les frais de siège, c'est toujours malin. Mais il faut faire attention à ça, je crois qu'on a un discours avec eux très franc. Et on peut se féliciter aussi depuis l'arrivée de notre petit cadre de service et qui est directeur du casino, c'est plutôt sympa de le retrouver à la tête du casino, puisqu'il a passé toute son enfance parmi nous. Donc je crois qu'il a aussi à cœur de faire travailler ce casino et d'en faire un casino qui est sur un site avec temps. C'est propre, c'est bien entretenu, ils investissent, donc c'est plutôt un lieu agréable. Et ils sont en train de bosser déjà depuis plus d'un an sur la partie restauration, avec quelques difficultés, surtout dans leur particulier sur le recrutement. Je me réjouis de pouvoir maintenir cette activité, en particulier au-delà de la recette pour la ville, je ne crache pas dessus, mais aussi les 40 emplois qui permettent à des jeunes cadrés d'avoir l'emploi à proximité de leur domicile. Des commentaires sur la navigation du casino? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Poursuivons la délégation de services publics et multi-accueil de Lacanau, année 2023. M. Boisson. Alors, le concessionnaire, c'est l'association Brin d'Éveil. Le contrat, c'est de janvier 2023 à 2028, 5 ans. Je vous rappelle qu'on avait décidé que maintenant les deux crèches, celle de Lacanau-Ville et de Lacanau-Océan, soient sous ce contrat de délégation de service public. C'était la première année avec les deux crèches. Donc le résultat est positif, 36 000 € de positif à l'océan et 6 000 € de positif à la ville. La qualité du rapport, là aussi, encore une fois, je vous invite à parcourir ces rapports puisque vous avez un détail aussi de toute la stratégie pédagogique des deux crèches. Donc très bonne qualité du rapport, à savoir aussi que cette délégation est suivie mois par mois par le service enfance. Alors également, les délégations qui sont liées au sport, pareil, sont suivies par le service sport. Une subvention de la ville qui s'élève à 232 000 € pour les deux crèches évidemment. Les indicateurs de taux de présentéisme, pardon. Donc ça c'est très important, notamment pour les subventions qui viennent de la CAF. Donc on est au-delà de 75%, 70%, pardon, 75,5 à Lacanau-Océan et 80,2 à Lacanau-Ville. Voilà, un coût horaire moyen qui est par rapport à, vous le voyez aussi dans le rapport, il y a un graphique qui explique les coûts horaires moyens de toutes les crèches qui sont gérées par Brin d'Éveil. À Lacanau-Océan, on est à 1,73 € de l'heure et à Lacanau-Ville, on est à 2,15 €. Ça fait partie des meilleurs, des coûts les plus bas que l'on peut avoir dans toutes les crèches qui sont gérées par Brin d'Éveil. Il y a quelques éléments supplémentaires, excusez-moi. Voilà, des montants de participation des familles qui s'élèvent à 184 000 € et voilà, savoir, je parlais de la CAF et du taux qu'on surveillait pour que la CAF puisse donner un maximum en fait. Et là ça s'élève à 414 000 plus 129 000 €, donc c'est pas négligeable sur le budget global. Et puis comme je vous ai rappelé, la commune qui fournit 232 000 €, 99 000 € côté océan et 132 000 € côté ville. Voilà, considérant l'avis de la commission finance, marché public et ressources humaines rendu lors de
acte du rapport annuel du délégataire relatif à la délégation de service public pour la gestion du multi-accueil de Lacan Océan et Lacan Ville au titre de l'année 2023. Merci, M. Boisson. On a beaucoup travaillé ces derniers temps, on a eu beaucoup de présentations. Je te remercie, M. Alain Barza, de ton implication sur le dossier. Rappelez-vous, quand on a changé la gestion, il y avait quelques tiraillements. On avait expliqué que on s'était surtout appuyé sur la crèche de Lacan Océan, où il y avait un rapport entre la direction de l'établissement Grain d'Éveil et les agents, enfin les employés, puisque ce n'étaient pas les agents à l'époque, toujours. Mais on s'est appuyé là-dessus. On ne serait pas allé sur ce mode de gestion si on n'a pas l'assurance d'avoir un bon délégataire. Donc c'est bien Grain d'Éveil qui gère nos deux crèches. Et quelques temps après, quand on interroge le personnel de la crèche, effectivement, c'est très heureux. Parce que d'abord, on gagne plus, donc c'est plutôt pas mal. Je crois que surtout, il y a une ambiance de travail qui fonctionne bien, avec une entreprise qui a fait une association, qui a des objectifs. Quand on regarde les taux de remplissage qui sont aujourd'hui effectifs, plus il y a le taux de remplissage, moins ça coûte à la commune. Mais je tiens quand même à souligner, et je le ferai même peut-être dans le prochain magazine, mais peut-être dans ce petit fascicule aux parents, les parents ne se rendent pas toujours compte l'effort qui peut être fait au berceau dans une commune comme la nôtre quand on a autant de places de crèche. C'est très important. C'est 232 000 € par an pour nos places de crèche et pour nos berceaux. Donc l'effort est porté collectivement par tous les concitoyens et les administrés. Donc bien sûr qu'il faut maintenir ces participations et c'est ça qui fait aussi notre attractivité. Mais il faut qu'ils se rendent bien compte que finalement, on est un pays où on est quand même plutôt bien accompagné. On regarde le prix de revient et le prix de revient pour la commune au berceau. Voilà. Je tiens souvent à le rappeler parce qu'on a toujours tendance à dire c'est des acquis, c'est normal. Non. C'est une vraie volonté de la commune. Et quand on monte un peu plus au nord, c'est le désert de crèche. Donc on a fait le boulot. Aujourd'hui, on maintient cet effort. On en est très heureux et c'est normal. Mais il faut quand même le rappeler de temps en temps que c'est quand même 232 000 € sur les crèches par an. Voilà. Merci, M. Boisson. Nous sommes à vous de peut-être voter. Y a-t-il des commentaires à faire sur les crèches? Des votes contre? Des abstentions? Je peux faire pas voter. Moi, je vais voter depuis le début, on ne va pas changer la cour de route. Parce que moi, de toute façon, on n'a jamais vu la vérité. Donc, la délibération numéro 29, délégation de service public pour l'exploitation et la gestion de l'entreprise de cinéma Lescourt, M. Boisson. Alors pour le cinéma Lescourt, c'est un contrat de concession de service en date du 31 janvier 2022 avec la société Artec et notamment la partie Art et compagnie. Alors cette année, un résultat qui est négatif, mais globalement nous avons 409 séances de cinéma, c'est stable. C'est quand même, on a toujours le service qui est délivré et une augmentation